Bonjour Pierre-Yves Demar. Donc, Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots et puis nous dire quel est votre parcours de préhistorien? j'ai eu un parcours de préhistorien assez très qui est un peu atypique. En fait, j'ai commencé comme amateur, comme toute ma génération, enfin une grande partie de ma génération, nous étions des amateurs, donc j'ai commencé à fouiller. J'ai découvert la préhistoire en commençant à fouiller près de Brive, dans la grotte du Loup. Dans une équipe. On était en fait des étudiants qui avons beaucoup. Non, des étudiants. Moi, j'étais pas du tout étudiant. Donc des amateurs qui avons fouillé et qui on est arrivé juste à un bon moment et un certain nombre de ces amateurs ont suivi cursus universitaire et sont rentrés dans la profession d'archéologue, comme c'est mon cas, ou comme Jean-Jacques Hublin, qui est maintenant, qui est à l'Institut Max Planck de Leipzig, qui est aussi professeur au Collège de France, hein, là, qui vient de découvrir l'Homo sapiens, vieillir l'homme de l'Homo sapiens au Maroc à 300 000 ans. Donc voilà, c'était une équipe donc de jeunes. Puis moi je suis rentré dans les postes et en fait j'ai suivi l'école pratique des hautes études qui m'a permis d'intégrer l'université au niveau du troisième cycle. J'ai fait mon DEA puis ma thèse le troisième cycle avec François Borde qui était le grand un des grands préhistoriens, certainement le grand préhistorien français avec le Rocoran à cette époque, qui m'a accepté dans son laboratoire. Et donc j'ai fait ma thèse de troisième cycle sur les circulations de matières premières, sur les études de circulation de matières premières, c'est-à-dire du silex, qu'est-ce que l'homme avait utilisé comme matière première, de quel endroit, de quelle couche géologique. C'est un sujet suffisamment nouveau qui m'a beaucoup qui m'a permis d'intégrer le CNRS. En fait, ça a été ma carte de visite. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les circulations de matières premières, qu'est-ce que ça signifiait au point de vue approvisionnement, ou qu'est-ce que ça signifiait au point de vue circulation des hommes, qu'est-ce qu'elle montrait. D'accord. Je vais voir, non. Bon, ça ira. Euh, alors vous avez du coup travaillé en Corrèze essentiellement. Alors dans la vallée de la Vézère, mais plutôt côté Dordogne, Périgord, on trouve pas mal de grottes ornées qui sont les vestiges d'artistes de la préhistoire. Aussi au sud de chez nous, dans le Lot, avec Rocamadour, Cougnac, Pêche-Merle, hein. Par contre, en Corrèze, est-ce qu'on trouve des grottes ornées? Oui, on en a deux certaines. Il y en a une troisième qui est où il y a très peu de choses. Donc il y a deux grottes qui ont été trouvées. L'une qui a été trouvée au soulier de Chasteau, de Lissac, c'est à Lissac, dans la commune de Lissac. Ça s'appelle le Moulin de la Gonée. C'est donc une grotte dans le calcaire. Au fond d'une grotte, on a trouvé deux mains négatives, comme on en connaît pas mal dans le paléolithique supérieur, et puis aussi des ponctuations. Il y a une datation qui a été trouvée qui date cette grotte d'environ, je n'ai pas les dates exactes, mais 22-23 000 ans. Voilà. Et puis il y a une deuxième grotte qui a été trouvée en même temps, c'est-à-dire en 75, par Jean-Paul Rénal, et qui, elle, se trouve dans les Grès et dans la commune de Brive, en dessous de grottes taillées à Puy-Jarige. Donc là, ce qui a été trouvé, c'est un cheval, la figure d'un cheval. Et puis récemment, en 2015, il y a Michel Laure Blanchet, qui est le spécialiste dans ce genre de choses, qui lui a trouvé un bison qu'on n'avait pas vu, qui a trouvé aussi un humanoïde, donc, et puis un signe circulaire, donc toute une série de choses qui étaient beaucoup moins visibles, mais que lui
grâce à sa grande expérience, a pu trouver. Donc, nous avons des choses, mais c'est vrai, nous avons peu de choses nous n'avons pas de quoi rivaliser, ni avec les Zézi, naturellement, ni encore avec le Lot. D'accord. Parce qu'il y a la majorité des grottes ornées se trouvent dans les calcaires. Et nous, le calcaire, à part le petit cause corésien, c'est-à-dire peu de choses, on n'a pas les supports pour, comment dirais-je, le support pour avoir des grottes, notamment on n'a pas tellement de karst, de galeries karstiques dans lesquelles faire des peintures préhistoriques. Voilà. Et alors, qui étaient ces hommes qui ont peint ou gravé dans les grottes? À quelle époque ont-ils vécu? Alors, cet art paléolithique s'est développé en gros entre moins 35 000 ans et moins 10 000 ans, quelque chose près. Donc sur quand même 25 000 ans, faut voir ça. C'était ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, c'est-à-dire paléo, l'âge de la pierre ancienne. C'était des chasseurs, surtout chasseurs, relativement peu cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient ni l'agriculture ni l'élevage, qui ne sera connu que bien plus tard. Donc, c'était des chasseurs-cueilleurs, surtout chasseurs, qui vivaient sous un milieu froid, qu'on appelle la glaciation, la dernière glaciation du Würm. Il ne faut pas voir non plus un froid style antarctique, c'était en gros le climat de la Scandinavie, mais probablement plus sec. Donc, où il y avait des animaux, notamment des rennes, des mammouths, des bisons, du cheval, du bouquetin, donc toute une série d'animaux, des mammifères terrestres qui étaient chassés par ces hommes. Le problème fondamental de ces chasseurs, c'est que la nourriture était relativement peu abondante, donc ils étaient obligés de changer régulièrement de place, d'habitat, parce que soit le gibier disparaissait, soit ils en tuaient trop, et donc il fallait aller ailleurs pour retrouver du gibier. Ce qui fait que ces populations étaient nomades. Il y avait un nomadisme, non pas un nomadisme fait au hasard, mais suivant des règles bien précises, c'est-à-dire qu'à certaines époques de l'année, ils étaient à certains endroits du territoire, et à d'autres époques de l'année, ils étaient à d'autres endroits du territoire, en fonction des déplacements animaux notamment. Comme ils chassaient le renne, c'était des gens qui devaient s'adapter au déplacement de rennes. C'était des déplacements saisonniers, comme le mouton, comme une migration saisonnière. Le renne, en fait, on le sait maintenant, se déplaçait entre le bassin d'Aquitaine et le Massif central, le Limousin. Donc, dans le bassin aquitain pendant la période froide, pendant la saison froide, et il remontait sur le plateau limousin pendant la saison, à la belle saison. Donc c'était une sorte de balancement entre les terres basses du bassin aquitain vers le plateau limousin, vers les terres hautes. Ce qui veut dire que nos habitants du bassin de Brive, que l'on trouve en très grande abondance, enfin les habitats qu'on trouve en très grande abondance, n'étaient jamais que des périgordiens pendant la belle saison. C'est une donnée qui est... Et ça peut se voir notamment grâce aux études que j'ai faites, notamment sur les déplacements de silex, qui montrent que ces silex viennent du Périgord, de la région des Aisies, mais aussi du Bergeracois, voire du Fumélois, voilà, ou sinon ils peuvent même provenir de la région d'Aurillac. C'est-à-dire donc ce sont des gens qui se déplaçaient sur de grandes distances, tout simplement parce que c'était des chasseurs et que le gibier lui-même se déplaçait, et en plus
il devait en tuer, comment dirais-je, il devait exploiter un suffisamment grand territoire pour pouvoir avoir toujours de la nourriture. Donc entre Kos et Vézère, ils venaient ici chercher les rennes, et ils venaient de loin pour chercher les rennes et venir Oui, sur le plateau, sur ces contreforts du Massif central. voilà. Hmm. C'était des crapacteurs, il ne faut pas croire que c'était des... ils pouvaient très bien, surtout un groupe de chasseurs, pouvait se faire 30-50 km dans la journée sans problème, hein, même en dehors des chemins. Il y avait pas de... Ils avaient une grande... comment... une capacité à... Enfin, ils pouvaient se déplacer avec suffisamment d'aisance, sans problème. Alors, ce qu'ils faisaient, ce qui est probable, c'est qu'ils venaient, c'était des groupes familiaux qui venaient, ils s'arrêtaient dans le bassin de Brive, parce que là, il y a des grottes où on peut s'abriter. Il y a aussi, c'est relativement bas, hein, en altitude, donc c'était les familles qui s'installaient là, hommes, femmes, enfants, et c'était seulement que des groupes de chasseurs qui montaient sur le plateau pour aller chasser, notamment le renne, qui lui, pendant la saison estivale, qui était sur le plateau pendant la saison estivale, qui exploitait la steppe, la pelouse qui était libérée par la neige pendant la saison estivale. Donc il faut bien voir ça, hein, ces hommes de Corrèze qui habitaient essentiellement le bassin de Brive étaient des gens qui euh, venaient pendant l'été et qui repartaient à la mauvaise saison, qui repartaient vers le Périgord. D'accord. Et du coup, ce que vous me disiez avant qu'on commence à vous filmer, c'est que le renne, qui chassait abondamment et qui venait chercher ici en particulier, est très peu représenté dans l'art pariétal. Oui, alors ça c'est une donnée fondamentale parce que on a cru longtemps que euh, et d'ailleurs ceux qui ont mon âge hein, ont visité des grottes probablement pendant leur jeunesse où on leur a expliqué que les chasseurs venaient dans les grottes pour comment dirais-je avoir pour dessiner des animaux, le gibier qu'ils allaient chasser, qu'ils allaient le percer de flèches, et à partir de là, ils allaient avoir un pouvoir, c'est ce qu'on appelle la magie sympathique, hein, celle de Tintin et le Temple du Soleil, des poupées que l'on perce d'aiguilles, c'est la même chose, donc on perce les animaux, et on va donc avoir, ça va nous permettre, en tant que chasseur, de tuer un nombreux gibier. Le seul problème, c'est en fait, il y a très peu de rennes qui sont représentés et il y a en plus, dans les animaux qui sont représentés, très peu d'animaux qui ont été percés de flèches. Et généralement, souvent, il y a les flèches qui passent à côté. Donc, ça n'est pas manifestement, du moins, probablement pas la seule explication qu'il faut donner. Alors pourriez-vous Donc, nous exposer justement brièvement les différentes théories oui, sur la signification de ces œuvres d'art préhistoriques, de oui, ces alors, gravures, de ces peintures? oui, alors naturellement, si on veut considérer qu'il faut comprendre tout cet art, il va falloir intégrer d'autres hypothèses. Alors il y a eu plusieurs hypothèses, il y a eu notamment la notion de totémisme, puis aussi la notion qui est revenue à la mode, mais qui existait déjà avant, qui est revenue à la mode grâce à Jean-Claude, qui est celle du chamanisme, où là on a un autre niveau de spiritualité. Avant c'était juste de la magie, là on perçoit, et c'est probablement exact, qu'il y a que ces images sont une sorte d'interface, que la paroi de ces grottes, de ces cavités, même parfois très en profondeur, ne sont jamais que l'interface entre le monde réel, celui du chasseur, et ce monde spirituel, enfin ce monde des esprits, qui, euh, euh, comment dirais-je, qui est de l'autre côté de la paroi. Donc ces animaux sont là pour probablement figurer
cette, ce monde, ce monde spirituel, ce monde des esprits. Et naturellement, dans la théorie du chamanisme, il va y avoir la capacité de ces hommes d'utiliser cette sorte de porte d'entrée, qui est la cavité, qui n'est jamais qu'un sanctuaire, vers, vers ce monde d'entrée pour aller dans ce monde des esprits, ce qui est la notion fondamentale du chamanisme. Hein, c'est cette capacité de certaines personnes, initiées naturellement, de pouvoir aller dans le monde des esprits pour des raisons médicales, pour soigner, pour poser des questions auprès des esprits, pour toute une série de raisons qui vont être bénéfiques pour notamment où se trouve le gibier qu'il va falloir chasser. Donc toutes ces notions-là vont être demandées, vont être acquises par les hommes, par ces chamans qui vont revenir dans le monde réel et qui vont donc pouvoir soigner le malade, par exemple, ou donner un certain nombre de renseignements qui vont permettre au groupe de survivre. Voilà. Mais ça, cette notion de chamanisme, bon, on est déjà dans une interprétation très, très lointaine enfin, un peu fragile de l'art paléolithique. Et il faut bien considérer que certains sont pour cette hypothèse, d'autres considèrent qu'on va beaucoup trop loin dans l'interprétation de ces peintures. Alors il y a une autre hypothèse qui existe aussi, c'est qu'il y a que beaucoup de ces peintures sont liées à la procréation. Même si on n'a pas des scènes d'accouplement, si on n'a même pas de scènes d'accouchement, voire des maternités d'une femme avec son bébé, on pense que au moins un certain nombre de figures, comme surtout les figures féminines, sont liées sont enceintes, sont en gestation, donc sont liées à l'enfantement. Voilà. C'est l'idée de la grotte, comme voilà, la caverne, l'origine du monde. Voilà, la caverne, l'origine du monde, et la caverne qui est aussi perçue, pour certains, comme un utérus. C'est-à-dire, il est certain que la caverne est un sanctuaire, donc qu'on n'entrait pas dans ce sanctuaire n'importe comment. Probablement, il devait y avoir aussi, seuls les initiés pouvaient venir, ou pouvaient venir que certaines périodes bien précises, et probablement sous la coupe de certaines personnes. Donc il y a tout ce sont des lieux sacrés. Lieux sacrés, donc, où la caverne va jouer notamment le rôle d'utérus. C'est donc de là que vont venir les animaux. Ça, c'est aussi une autre hypothèse. C'est-à-dire plus on avance, plus on s'aperçoit que ça devient de plus en plus compliqué. Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, hein. Mais c'est ça, ce qui est perçu, c'est qu'en fait, ces hommes préhistoriques que l'on imaginait au XIXe siècle comme des êtres, comment dirais-je, sauvages, hein, c'est-à-dire sans grande intelligence. En fait, on s'aperçoit qu'ils avaient un modèle spirituel qui était certainement très complexe et que on le perçoit un petit peu, mais très difficile à interpréter. C'est toujours le problème des symboles, où on va avoir, où le symbole, si on ne connaît pas l'histoire qu'il y a derrière, on n'a jamais qu'une vision très, très, très partielle. Oui, imaginons que d'ici 2000 ans, voire plus, 15 000 ans, des archéologues découvrent des croix. Oui. Que vont y penser? Oui, et voir un homme sur une croix va être perçu plutôt comme un acte barbare, cruel, comme une punition,
Alors qu'en fait, c'est exactement le contraire, c'est la rédemption. Hein, Christ est venu si- pour sauver l'humanité, effacer le péché originel, et va se sacrifier pour l'humanité. Hein. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'un symbole peut avoir une toute autre signification que la signification la plus évidente. Et nous, on n'a jamais que la signification la plus évidente. Il nous manque le code. Il nous manque le code, voilà. D'accord. C'est la grosse difficulté. Mais c'est certainement le sujet, l'art paléolithique, certainement le sujet le plus fascinant de l'art, pas seulement pour le grand public, pour les préhistoriens aussi. Hein. Moi-même, j'ai visité un certain nombre de grottes ornées, vu un certain nombre de signes qui, ça n'est pas anodin, ça n'est pas simplement de simples signes. Hein. Je sens, mais c'est simple notion de sensation à, comment dirais-je, autre chose, quelque chose de plus profond que la simple trace qu'a laissé l'homme préhistorique. Il y a autre chose. Ça, on le perçoit, mais on peut pas l'analyser. On est en dehors de la science ici. Oui, quand vous entrez dans des grottes, quand vous cheminez dans ces grottes, vous avez l'impression de subir une initiation ou Ah oui, quelque chose de ce peut-être, oui. genre? Oui, peut-être, oui, comment. Oui, il y a. C'est vrai qu'il y a. Bon, il y a surtout certaines grottes. Ceux qui ont eu la chance de visiter Lascaux, quand ils sont rentrés dans Lascaux, c'est quand même où il y a justement toute une mise en scène, hein, la frise des aurochs et des cerfs et des chevaux. Il y a là, on sent que, oui, que on est qu'on rentre chez quelqu'un, qu'on rentre dans une certaine spiritualité, hein, que l'on est dans un monde que l'on ne saisit pas, ou que l'on saisit très peu, et mais qui est là, qui est plein de symbolisme, hein, plein d'esprit. Voilà. Oui, je dis ça aussi parce qu'en lisant votre livre, donc Le Renard et la caverne, aux éditions Mayad, ça commence dans une caverne. Donc ce sont des histoires qui se passent en Corrèze, comme des récits, des contes ancrés dans notre époque. Et on lit du coup un préhistorien qui parle à la première personne. Je ne sais pas si c'est vraiment une expérience, si ça a été inspiré d'une expérience que vous avez vécue vous-même, d'un préhistorien qui se perd dans une grotte et qui ne trouve plus la sortie de secours, mais qui va se laisser guider par les symboles et les dessins Oui, des hommes préhistoriques. oui. Naturellement, c'est romancé. Mais c'est justement ça. Bon, j'ai fait aussi un polar, mais qui n'est pas simplement un polar, un paléopolar, sur le crime de l'homme du peintre de Lascaux, mais qui montre aussi comment dirais-je, le fait que il y a autre chose que ce que le préhistorien peut découvrir, hein, qui a une autre dimension. Voilà, je cherchais le terme, une autre dimension que l'on va avoir, notamment dans l'art. Bon, j'ai fait visiter cette grotte à un ami qui est peintre, Gilles Saxic, la grotte, enfin cette grotte, la grotte de Fond de Gaume, entre autres, la grotte de Combarel, de Cognac, et il retrouve on est comment dirais-je, on retrouve un peu ce sentiment d'être proche de l'homme préhistorique, lui, de l'artiste préhistorique. Il n'y a pas de, c'est peut-être la donnée fondamentale de l'archéologie préhistorique, de l'archéologie même, de notre conception, c'est que notre homme que l'on imaginait sauvage, moitié bête, moitié humain, en fait est très proche de nous, a des comportements qui sont très proches de nous, qui ont des préoccupations, notamment spirituelles, qui sont
tout à fait proche de nous, même si nous-mêmes nous n'avons pas toujours la possibilité de le comprendre totalement. Mais il est évident que cet art est un langage qui va nous parler, disons qu'il nous parle. Il nous parle, même si ce n'est pas une écriture, vraiment une écriture, c'est quelque chose qui nous parle, qui est tout à fait... même si on ne comprend pas tout ce qu'il dit, on comprend au moins ce point. Il y a... l'homme a n'a pas simplement qu'une dimension matérielle, mais aussi une dimension spirituelle. Que l'on soit religieux ou pas, hein, c'est autre chose, hein, c'est cette transcendance que l'on essaye de conserver, même si on ne croit plus en Dieu. Voilà. D'accord. Euh, Du coup, à vous lire et à lire d'autres préhistoriens, quand il est question d'art pariétal, il est question aussi de figures qui seraient de principes masculins, d'autres de principes Oui. féminins. Et par exemple, le bison serait un principe féminin. Mais alors, qui a décidé ça et qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors là, c'est une autre théorie que je n'ai pas encore abordée, c'est la notion de mythogrammes, qui ont été introduites dans les années 50, qui ont remplacé la magie de la chasse, magie sympathique, qui ont été introduites par André Leroi-Gourhan et Annette Laming-Empereur. Tous les deux de façon séparée. Et ils sont perçus dans ces cavernes contourner une certaine organisation, une même organisation que l'on pourrait retrouver dans une organisation avec certaines figures qui sont dans certains endroits de la grotte, par exemple un endroit central, ou au contraire qui vont se trouver dans le fond de la grotte, ou au contraire à l'entrée, ou dans un certain diverticule, ou au fond d'une niche. C'est-à-dire qu'il y a une organisation de l'espace. Bien, le fondement de cette théorie des mythogrammes, c'est il serait représenté deux symboles ou deux principes, un principe mâle, un principe femelle. Le principe mâle serait le cheval et le principe femelle serait le roc ou le bison. Ça, c'était pour le Leroi-Gourhan. Pour Annette Laming-Empereur, malheureusement, c'est le contraire. Donc, pour elle, c'était le cheval pour principe femelle et le bison et roc, c'était le principe mâle. Bien, ceci dit, tous deux percevaient donc une sorte de représentation du monde, de mythes qui seraient des mythogrammes, qui sont donc une sorte de représentation du monde avec deux genres, masculin, féminin, comme on en a par exemple dans notre langage, où on va parler de table, et une table, et on va parler de un buffet par exemple. Une table, un buffet, sans porter à une table et un buffet une quelconque signification sexuelle. C'est simplement deux principes qui sont là dans le monde et qui vont être complémentaires. On en connaît beaucoup dans l'ethnologie. Ça peut être la lune et le soleil, ça peut être la droite et la gauche, ça peut être la terre ou le ciel. C'est-à-dire donc cette dualité qui structure l'univers. Donc ce qu'on aurait pour eux, c'est une sorte de structuration de l'univers avec ce qu'ils appellent des mythogrammes, c'est-à-dire des symboles, mâles ou femelles, et qui seraient représentés sur ces cavernes. Alors actuellement, cette théorie a été remise en cause, beaucoup remise en cause. On est dans l'art et naturellement, c'est toujours, il y a toujours des exceptions et donc il y a même beaucoup d'exceptions. Donc il y a une sorte de compétition entre différentes théories. Est-ce que ça serait dire que
ces peintures raconteraient des histoires comme des bandes dessinées. Alors, oui, il y a aussi ça, notamment la chasse céleste, avec la grande ours notamment, là je la connais pas beaucoup, hein, donc je vais un peu patiner. Euh, mais un certain nombre de préhistoriens ont utilisé un corpus de, de mythes, notamment une chasse, et qui a notamment lié aux constellations, et ils considèrent que ces mythes en fait ont une origine dans ces peintures. Ils vont donc retrouver un certain nombre de correspondances entre ces peintures qui renverraient à ces mythes, notamment de chasse. Alors je ne me souviens plus exactement de l'histoire, mais il y a toute une histoire qui est utilisée, que l'on retrouve jusqu'aux États-Unis, enfin jusqu'en Amérique. Hein. C'est vraiment un mythe universel. Oui, je crois que ce sont les travaux de géolinguistes Oui, et des travaux interdisciplinaires entre voilà, préhistoire et linguistique et qui vont chercher des mythes, des mythèmes jusque dans le fond des grottes. oui, Et en faisant des parallèles avec des mythes qui nous restent et leur migration dans l'histoire. oui, D'accord. oui. En fait, les histoires. Le problème, malheureusement, de ces paléolithiques, qui ont fait de très belles choses, mais qui ne nous aident pas à leur compréhension, c'est que, contrairement à beaucoup d'arts préhistoriques, l'art paléolithique montre extrêmement peu de scènes. Il y en a très très peu. Il y en a une qui apparaît, on voit un homme qui est en danger face à un animal. La plus connue, c'est la scène du puits de Lascaux, où on voit un bison qui a les tripes qui sortent, qui a été blessé par une sagaie, dont les tripes sortent, en train de charger un homme avec une tête d'oiseau. Puis il y a d'autres signes, il y a un rhinocéros qui s'éloigne, il y a aussi un cheval sur l'autre côté sur la paroi d'en face. Voilà, il y a un petit bâton, une petite sorte de totem. Donc il y a manifestement une histoire, mais c'est une des rares où on peut considérer qu'il y a vraiment une histoire qui est racontée. Bon, après l'interpréter, il y a eu X interprétations naturellement. Il manque le code toujours. Bon, la mienne que je viens de sortir, non pas le polar, mais Oui. à mes lecteurs, je laisserai le plaisir de la découvrir s'ils veulent bien lire mon livre jusqu'au bout.